Salut tout le monde, bienvenue derrière le bar Petit Cocktail, le podcast qui mixe jeux vidéo et débats entre amis. Moi je m'appelle Arthur et je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Oscar. Salut. Et de Teddy. Salut. Alors pour ce deuxième épisode, on va parler du jeu Life is Strange. Donc Life is Strange qui a été développé par le studio Dontnod, qui est sorti le 30 janvier 2015. Donc voilà, jeu narratif assez fort, avec une grosse histoire à raconter, où le but c'est de faire des choix. Les choix vont impacter la suite de l'histoire. Voilà, est-ce que Teddy, tu peux nous en dire plus un peu sur Dontnod Ouais, bien sûr. Déjà, il faut savoir qu'au début, le projet, c'était pas le projet principal chez Dontnod. Au début, il n'était qu'une quinzaine de personnes à bosser sur le jeu. Et petite anecdote aussi, le jeu devait s'appeler What If, mais il y a un film du même nom de Daniel Radcliffe qui est sorti un peu plus tôt et du coup qui a coupé l'herbe sous le pied au studio. Et aussi également, ils avaient proposé le projet à 7 éditeurs différents qui ont rejeté le jeu pour une raison, c'était que le personnage était féminin, le personnage principal. Et c'est Square Enix qui a accepté au final, après 7 autres éditeurs, ce qui est plutôt dingue à savoir, ouais. Et du coup, ensuite... En plus, par rapport à ce personnage féminin, en fait, le studio avait déjà fait un autre jeu 2 ans auparavant, qui était sorti 2 ans auparavant. C'était Remember Me, où il y avait déjà un protagoniste féminin, qui avait déjà, en fait, reçu son lot de refus à cause du fait que c'était un personnage féminin. Du coup, c'est un peu... la continuation d'une revanche qui a pu être du coup créée par Square Enix, qui a accepté, qui s'en fichait que ce soit un personnage féminin. C'est quand même assez aussi révélateur de la mentalité de l'époque, entre guillemets. Rejeter un jeu parce que on a un protagoniste féminin, c'est vrai que si on se replonge un petit peu en 2015, 2015 c'est quand même une sacrée année, peut-être parce qu'il y a Batman Arkham Knight qui est sorti. Bon voilà, après je le dis. Non mais ouais, c'était quand même assez rare pour l'époque, enfin en tout cas pour les AAA qu'on trouve des protagonistes féminins. Je pense à toutes les exclus PlayStation, où on va voir God of War, The Last of Us. En soi, il y a quand même une meuf, c'est Ellie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais bon, en fait, j'ai pas fait le jeu, donc en vrai, j'en sais rien, mais il y a quand même un gars, donc c'est pas totalement elle le protagoniste principal, on va dire, t'as dit, c'est ça ? Ouais, il y en a quand même 2, ils sont vraiment à égalité sur ce terrain-là, mais c'est vrai que c'est pas pareil que s'il y a vraiment, c'est centré sur un personnage féminin du début à la fin, quoi. Ouais. Puis c'est pas non plus le personnage féminin complètement libéré. En tout cas, dans le 1, c'est la petite fille protégée par le daron. Donc, ça reste quand même majoritairement un pouvoir entre un personnage masculin plutôt que féminin. Au-delà de ça, le jeu était développé avec le moteur de jeu Unreal Engine 3. Unreal Engine 3, c'était un peu le moteur du moment, parce qu'il y a vraiment énormément de jeux qui ont été... je trouve que la version 3 d'Unreal Engine, c'est vraiment le moment où le moteur était vraiment utilisé par énormément de studios AAA. Donc voilà. Sinon, je pense que globalement, on a un peu tout dit pour tout ça. Je vous propose qu'on va passer à l'histoire du jeu. Donc, alors, qu'est-ce qu'il se passe dans Life is Strange ? Alors du coup, dans Life is Strange, on va incarner une jeune étudiante de 18 ans qui s'appelle Maxine Caulfield. Le jeu se passe dans une ville qui s'appelle Arcadia Bay. Donc c'est une ville qui est inventée, mais globalement ça se passe aux États-Unis, dans l'Oregon.
Donc Maxine un jour en cours va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs pour remonter le temps. Elle va d'ailleurs s'en servir pour sauver une ancienne amie qui est en réalité sa meilleure pote qui s'appelle Chloé Price, donc qui se fait tuer dans les toilettes, voilà, pour une histoire un peu sombre de drogue. Et petit à petit durant le jeu, on va renouer cette amitié justement avec Chloé Price pour enquêter sur la disparition d'une autre étudiante qui s'appelle Rachel Amber. Et au fur et à mesure de ces enquêtes, voilà, on va se rendre compte qu'en réalité, tout ça est orchestré par un professeur. Oui, parce que du coup, je l'ai pas dit, mais Blackwell, enfin l'université là où il étudie, c'est l'université Blackwell, et elle a pour spécialité les arts visuels et notamment la photographie, puisque un grand photographe donne des cours là-bas qui s'appelle Monsieur Jefferson, j'ai plus son prénom, je sais pas si vous l'avez, mais non, ouais, je c'est vrai qu'on l'appelle. On l'appelle toujours Mr. Jefferson. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure de l'enquête de Max et Chloé, elles vont se rendre compte qu'en réalité, le grand méchant loup du jeu, ça va être justement ce professeur qui séquestre en fait des étudiantes pour les prendre en photo et les droguer en même temps pour avoir le moment parfait de l'innocence. Enfin bon, c'est un peu tordu. Voilà, donc en fait, on comprend que le prof est un peu taré et notre but, ça va être d'empêcher tout ça. Justement, lui en empêcher, quoi. Donc c'est à peu près toute l'histoire. Enfin, la trame principale du jeu, voilà, même si j'ai été assez exhaustif. Voilà, donc en gros, on va être confronté durant tout le jeu à des choix moraux, globalement. Donc ça va être assez intéressant parce que ça va changer un petit peu le cours du jeu. Maintenant, je vous propose qu'on revienne un petit peu chapitre par chapitre parce que du coup, le jeu est décomposé en 5 épisodes différents. Donc un épisode, bon, ça va dépendre un petit peu, mais j'ai pas vraiment mesuré le temps de jeu, mais je pense qu'on est sur du 1h30 à peu près. C'est ça, Oscar ? Un truc du style ? Pour chaque épisode, ça doit être à peu près ça. Moi, je pense que j'ai mis plus de temps, honnêtement. Ça doit un peu dépendre aussi des personnes. Mais oui, c'est pas non plus très très long un épisode. Faut compter, plus ou moins 1 heure. Ah, je dirais 3 heures, moi. Les premiers peut-être 2 heures et les d'accord. derniers, je pense... Ah ouais, t'abuses un peu. Tant que ça. J'ai fini le jeu en à peu près 14 heures, il y a 5 chapitres. Je pense qu'on est pas mal. Hein. C'est vrai. Mais j'ai un peu eu ce ressenti de peut-être que... Enfin, dans les premiers chapitres, j'ai vraiment pris beaucoup mon temps. Là où dans d'autres chapitres, j'ai peut-être un peu plus accéléré et que c'était quand même vachement plus rapide une fois que j'avais accepté, que j'étais pas forcément obligé de tout faire ou ci ou ça, tu vois. Exactement, mais ça on en reparlera après. Ça, tu vois, c'était vraiment une volonté en réalité parce que du coup, ce jeu a été dirigé par 2 game directors, donc c'est assez rare en réalité dans un jeu vidéo parce que voilà, pour recontextualiser pour les gens qui ne connaissent pas un peu le milieu, le game director c'est un peu le big boss du projet, c'est lui qui va décider qu'est-ce qui se passe dans le jeu, qui va un peu orchestrer toutes les équipes et, pour arriver jusqu'au produit final. Là, ils étaient 2. Donc, il y avait une personne qui s'appelle... que je me remette ça sous les yeux. Raoul Barbet. Donc, Raoul Barbet qui a un côté un peu plus cinéma. Donc, qui a un background un peu plus cinéma. Et Michel Koch. Je sais pas, désolé pour la prononciation, ça doit être catastrophique. Mais en gros, lui vient d'un milieu un peu plus artistique. Et en gros, leur volonté commune, c'était de faire un jeu où on puisse prendre notre temps. Et c'est vrai que ça se ressent un peu dès le menu. C'est vrai que je parle beaucoup de menu déjà dans l'épisode de Mario Galaxy, je revenais pas mal sur la musique des menus qui était pas mal, mais bon voilà, je trouve que le menu
du jeu de Life is Strange. En fait, il est très bien parce qu'on a vraiment un plan sur toute la ville d'Arcade Bay. Donc déjà, c'est stylé. Parce que du coup, ça permet de voir que notre environnement, tout est un peu connecté et c'est très sympa. Puis c'est très chill, quoi. Il y a les petits espèces d'effets sur le vent là ça fait un peu détente. Les musiques sont vraiment très posées et très très bien. De toute façon, on y reviendra à un moment. Et surtout, le menu est évolutif. C'est-à-dire que une fois qu'on va faire l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4, le menu il va un peu changer. Donc au début, c'est un peu un coucher de soleil, le début de la nuit, et à la fin, on a vraiment une tempête qui ravage complètement le menu. Et ça, c'est vraiment un truc qui est c'est un bon truc. Je sais pas toi comment tu l'as perçu, Teddy, mais moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Oui, honnêtement, j'ai pas fait la remarque dès le début. Et au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte et je me suis dit, tiens, ça c'est marrant. Ça me fait encore penser à The Last of Us, mais eux l'avaient fait de manière à chaque chapitre et c'était pas mal, ouais. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est, comme tu le dis, genre, en vrai, tu parles beaucoup du menu, mais parce que le menu, c'est la première impression que t'as dans un jeu vidéo. Du coup, c'est plutôt important parce que c'est ce qui va déterminer si t'es dedans ou si t'es pas dedans un peu dès le début. Et j'avoue que moi, personnellement, le menu plus le début de l'épisode 1, genre ça m'a vraiment donné une immersion qui était folle, genre le fait qu'il casse tout et tout, on va en parler, mais c'était personnellement en termes de première impression, j'ai trouvé ça très stylé. Alors maintenant, pour parler un peu du premier épisode. Donc le premier épisode, en réalité, il va être très important parce qu'il va nous introduire tout l'univers. Donc dans ce premier épisode, on va... donc c'est là où Maxine du coup découvre ses pouvoirs. On va rencontrer plusieurs personnages qui sont importants entre guillemets. On va rencontrer du coup Victoria. Victoria, c'est un peu le personnage... En fait, je pense que globalement, chaque personnage représente un mot en particulier. Mais bon, si on devait définir un petit peu Victoria, c'est un peu... Voilà, la grosse pétasse plein de fric qui en réalité harcèle les gens parce qu'elle a un manque de confiance en elle, globalement. Je sais pas comment vous l'avez perçu, mais c'est un peu comme ça, moi, que je l'ai compris. C'est clairement le perso qu'ils veulent lui attribuer, ouais. Ouais, pétasse, ça va bien, je pense, à sa personnalité et sa façon d'être. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va avoir Nathan. Donc Nathan qui est très ami avec Victoria. Donc Nathan qui est en réalité, donc Nathan Prescott. Prescott, en fait, les Prescott, c'est la famille la plus riche d'Arcadia Bay. Et en fait, globalement, leur but au Prescott, c'est même si ça ne l'est pas déjà atteint, d'acheter toute la ville. Ils veulent vraiment toute la ville à eux. Et ils donnent beaucoup de sous à l'université de Blackwell. Et par conséquent, Nathan se croit un peu tout permis dans son université parce que c'est son papa qui paye tout. Donc voilà, donc il est un peu présenté un peu comme un immense connard qui pense un peu à faire ce qu'il veut sur le campus. C'est d'ailleurs lui qui va menacer Chloé, notre meilleure amie dans les toilettes avec une arme. Enfin bon, bref, voilà. Ensuite, on va voir Kate. Donc Kate, c'est un peu Kate Marsh. C'est en fait une bonne amie à Max. Donc Kate, on nous le présente vraiment au tout début du jeu où elle se prend un peu une petite boulette de papier dessus. Donc en fait, rien qu'avec cette action, on comprend qu'elle subit une sorte de harcèlement. Et ça va un peu... va y avoir un effet gradation en fait tout au long du jeu, mais ouais, ça fait un peu très personnage très renfermé, qui a du mal à s'ouvrir aux autres, qui souffre en réalité. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est aussi pas mal l'archétype. En fait, il y a beaucoup d'archétypes au final dans ce jeu. Et Kate, oui, c'est clairement l'archétype aussi de la fille gentille, naïve, innocente, catholique, parce qu'elle est très très catholique aussi dans sa famille. Et c'est vrai que c'est la cible un peu facile des personnages dont l'adjectif principal c'est pétasse par exemple. Ouais, exactement. Donc voilà. Donc elle se prend une boulette de papier, pas par Victoria, mais parce que par une de ses
une de ses sous-fifres entre guillemets, parce que Victoria elle a un peu deux autres filles, j'ai oublié leur nom, mais qui lui collent un peu au train. Enfin bon, c'est assez particulier, et bref, elle se prend une boulette de papier. Ensuite, on va avoir Chloé, donc Chloé Price, qui est en fait la meilleure pote de Max. Donc voilà, Chloé, c'est vraiment le personnage très révolté du jeu. Donc pour elle, il y a un peu rien qui va, elle hésite pas à manifester tout le temps quand ça va pas. Et voilà, c'est vraiment, elle a les cheveux de couleur bleue, elle a un côté très punk, donc voilà, ça fait un peu, je sais pas comment dire, mais on parlait d'archétype tout à l'heure, mais un peu fille qui veut tout casser, quoi, qui veut casser les codes, machin, c'est très... j'ai pas d'adjectif, pitié aidez-moi, mais ah non, c'est vraiment le contraire du personnage principal en fait, c'est pour créer un peu ce contraste qui fait sortir Maxine de son lieu de confort. Oui, c'est la fille rebelle quoi, par excellence. Oui, c'est ça. Oui, voilà, rebelle, exactement. Je l'ai pas dit, mais Maxine, ouais, du coup, c'est une personne très calme, très posée, qui prend le temps de réfléchir avant d'agir, donc c'est vraiment tout le contraire de Chloé finalement. Ensuite, on va voir le Warren. Donc Warren, il a pas une place hyper importante dans le jeu, mais quand même un petit peu. C'est un peu le gros geekos bien puant qui est sympa avec nous. En réalité, il nous drague un petit peu. Donc voilà, parce que oui, Maxine a un côté aussi très geek. Elle a ses petites références à elle, machin, etc. Donc c'est toujours très cool. Et enfin, on va avoir le beau-père de Chloé. Son prénom c'est David. Donc en gros, voilà, c'est une personne qui est chargée de la sécurité à Blackwell. Et voilà, donc en gros c'est un peu le gars relou qui flique tout le monde. Il a un passé dans l'armée, donc il se croit toujours un peu en guerre, donc c'est très intéressant aussi comme personnage. Enfin bon voilà, je pense qu'on a à peu près les bases de tous les personnages à peu près importants. Je sais pas si j'en ai oublié. Et du coup le professeur de photo. Ah oui, du coup on va voir aussi le professeur Mr. Jefferson. Donc lui, tout ce qu'on sait sur lui, c'est que globalement toutes les élèves sont amoureuses de lui. Globalement, il a la cote parce que c'est un photographe qui est connu dans tout le pays et reconnu dans tout le pays. Et voilà, en fait, il peut donner pas mal d'opportunités, et c'est d'ailleurs ce que essaye de négocier Victoria avec lui. Et on voit qu'elle lui colle un peu pour tout le temps parler avec lui, mais en réalité je pense que c'est juste du contact, quoi. C'est juste pour qu'elle s'insère comme il faut dans le milieu pro. Et voilà, en fait Mr. Jefferson, on n'a pas vraiment on sait juste qu'il fait de la photo. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Sa personnalité est pas vraiment détaillée. Ça s'arrête là. C'est vraiment genre présenté comme le gars cool avec qui tout le monde veut discuter. C'est à peu près tout, en réalité, non? Ouais, il est pas hyper mis en avant, je trouve, en soi, comme personnage. Il est là, c'est un pilier important, on va dire, dans la vie de Max. Mais bon, ça va pas forcément plus loin que ça. Bon, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour terminer un peu cet épisode, je voulais juste parler de toutes les intrigues que va laisser cet épisode, parce que du coup, faut donner un petit peu aux joueurs envie de continuer de jouer. Donc il va y avoir 4 intrigues un petit peu principales qui vont nous suivre tout le long du jeu en réalité. Donc la première, ça va être la disparition de cette fameuse Rachel Amber. Voilà, donc on voit, en fait on se rend compte qu'il y a des affiches un petit peu partout, et en réalité on se rend compte que Rachel Amber et toutes ces affiches, c'est Chloé qui les a collées, et donc on va l'aider au plus possible pour essayer de la retrouver. Ensuite on va avoir du coup le mal-être et slash le harcèlement de Kate, qui est vraiment mis en avant, et ça va devenir un vrai problème au fur et à mesure des épisodes. L'influence des Prescott et notamment Nathan, avec toutes les histoires de drogue. Il a monté aussi je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une sorte
Enfin, c'est ce qu'ils appellent le Vortex Club. En réalité, c'est juste voilà, des étudiants qui organisent des soirées. C'est pas comme un BDE, mais ouais, un petit peu quand même. Mais en tout cas, lui est président du Vortex Club. Et dans ces soirées, il s'y passe des choses bizarres, notamment d'où provient tout le harcèlement autour de Kate, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Et enfin, les catastrophes naturelles, parce que la toute première image qu'on a du jeu, c'est en fait Maxine qui est en train de rêver qu'une grande tornade arrive sur Arcadia Bay à la fin de la semaine, et en fait à chaque épisode, on va avoir une catastrophe naturelle. Dans le premier, c'est la neige qui tombe en plein soleil, et puis dans les autres aussi, enfin dans les autres c'en est des différentes, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que Oscar nous parle de l'épisode 2. Ouais, carrément, ouais. Du coup, dans l'épisode 2, on fait suite donc à l'épisode 1 qui nous a vraiment introduit, comme tu disais Arthur, toutes les intrigues du jeu, globalement aussi les mécaniques de gameplay, etc. Et dans le 2, on va plutôt aborder le cas de Kate. Donc vraiment on va dire le tournant du début du jeu, puisque c'est là qu'on va avoir un peu la concrétisation de quelles sont les conséquences de nos choix par rapport à Kate Marsh, qui suite au fait qu'elle se fasse bully à cause d'une vidéo d'elle qui a été mise sur internet où elle est complètement droguée et elle fait un peu n'importe quoi dans une partie organisée par le Vortex. Suite à cette diffusion de vidéo, elle commence à être de plus en plus dépressive et au final, dans l'épisode 2, elle va essayer de se suicider, et nous, grâce à notre pouvoir de remonter dans le temps, on va essayer de la sauver. Et ce qui est du coup très intéressant, c'est de voir à quel point le joueur va pouvoir, via ses choix, la sauver ou pas, et même peut-être comprendre à quel point les choix qu'on a pu faire avant ont un impact sur des choses aussi importantes que la vie ou la mort d'une personne. C'est vrai que c'est un moment assez fort dans le jeu, parce que ça intervient vraiment... En fait, voilà, l'épisode 2, il est vraiment centré sur le harcèlement que subit Kate. Et vraiment, tout à la fin de cet épisode, on va devoir la sauver, on va devoir monter sur le toit et discuter avec elle. Et si on arrive à bien discuter avec elle, on la sauve, sinon elle saute. Mais du coup, c'est assez bâtard comme moment, parce que du coup, ça fait partie des moments où on peut pas remonter le temps, quoi. Donc vraiment, faut vraiment y aller en one shot, et moi j'ai trouvé ça excellent. Ouais, ça s'est plutôt bien passé pour moi, mais Oscar, je crois que t'as un truc à nous dire. Oui, c'est vrai que en soi c'est cool le fait que on nous introduise enfin le fait que peut-être que je sais pas vous, je vais reprendre, mais je sais pas vous, mais moi personnellement, quand j'ai compris que je pouvais remonter le temps n'importe quand pour n'importe quelle décision, j'ai commencé par curiosité et par peur un peu de faire un faux pas, de tout le temps remonter le temps, juste pour voir, ok, si j'avais fait cette réponse, ça aurait été comment, et puis je remonte le temps, au final je prends la réponse que je préfère, parce que en fait, Max est une gentille, donc naturellement on essaie aussi d'être les gentils et de faire les bons choix, sachant que le bon choix ou le mauvais choix, au final, est assez subjectif, mais nous, en tout cas, on essaie de faire le bon choix. Et c'est vrai qu'être d'un coup devant Kate, à ne pas pouvoir remonter le temps et à devoir faire face à des choix qui vont être définitifs, ça fait un peu flipper. Mais en vrai, c'est hyper intéressant, sauf si les choix qu'on fait sont un peu, sont pas ce qu'on nous présente, dans le sens où, en fait, quand on fait des choix dans Life is Strange, on va avoir quelques mots qui vont résumer des phrases entières que va dire Max, ou même des dialogues entiers. Sauf qu'au moment de Kate, moi personnellement, j'ai été un peu déçu du fait que j'ai choisi du coup une réponse en m'attendant à ce qu'elle dise certaines choses, en interprétant les quelques mots qu'on m'avait donnés en résumé. Sauf que en fait, tout ce qu'elle a dit après n'avait
pas forcément à voir avec ce que j'avais choisi moi au début, et elle est vraiment partie dans un dialogue assez long où je suis en mode ah bah oui, bah là c'est sûr qu'elle va sauter si tu dis ça, mais c'est pas ce que j'avais choisi moi en tant que joueur. Du coup c'était un peu frustrant à ce niveau-là. J'avoue, même si le côté du coup faut prendre confiance en nous, faut assumer les choix qu'on fait, prend son sens vu qu'on peut plus retourner dans le passé. Mais bon, c'était un peu frustrant sur l'aspect vraiment, on va dire, mise en forme du gameplay à ce niveau-là, parce que j'avais pas l'impression d'avoir voulu dire ce qu'a dit Max, alors que dans un jeu narratif, on a envie de s'identifier au personnage et de dire ce qu'il a dit, sauf que c'est pas ce que j'ai choisi moi. Ouais, clairement. Je trouvais ça aussi intéressant, le parti pris qu'ils ont pris. Et par rapport aux autres dialogues, ouais, je suis d'accord avec toi que j'ai l'impression que c'était un peu aléatoire, en fait, comme pour plusieurs situations avec Chloé ou Franck plus tard, où on a le choix entre plusieurs dialogues, il faut prendre le bon 4 fois de suite pour avoir la fin qui nous intéresse. Je trouve que il y a, comme tu dis, 3 mots qui nous amènent à un truc complètement aléatoire, sauf que là on peut pas retourner en arrière, et bon, par chance, je crois que j'ai fait les bons choix. Mais comme la fois où elle nous demande, enfin on peut choisir entre ses sœurs, son père, sa mère et tout ça. Je crois que j'ai fait le bon choix là-dessus, mais j'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre parce qu'on n'avait pas les infos. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais. Alors, je te coupe, on avait l'info. Ok. Ouais, alors moi j'étais trop fier parce que du coup ouais, pour sauver Kate, il faut à un moment lui rappeler qu'il y a des gens qui l'aiment dans sa famille. Sauf que en vrai, quand on est allé dans sa chambre, on a bien vu, si on fouille totalement la chambre, il y a plein de lettres en fait de sa famille, et on apprend qu'il y a seulement son père qui l'aime vraiment, puisque c'est le seul à avoir laissé une lettre où il se souciait vraiment d'elle. Ok, bah tu vois, moi j'ai choisi sa sœur ou ses sœurs, je sais plus, et c'est passé quand même. Ouais, mais parce que en fait, on trouve aussi des photos de ses sœurs, donc je pense que ouais, il doit y avoir qu'une mauvaise abordé, réponse. Mais je pense, peut-être. Ah oui, je pense que elle doit être quand même proche de ses sœurs en réalité. Ouais, mais bon, il y a quand même juste le daron qui a envoyé une lettre. Les sœurs, elles s'en branlent. Mais bon, bref, non, mais ça c'est. Ouais. Non mais ouais, c'est clairement le climax en vrai de l'épisode, le moment où il y a le, putain c'est bizarre de dire ça, mais le moment où elle est sur le toit et qu'elle veut sauter quoi. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment en tout cas. Moi je trouve que le fait qu'on puisse pas revenir en arrière à ce moment-là, c'est très très bien vu parce qu'on s'habitue à un confort. De pouvoir revenir en arrière. D'ailleurs, je préfère le dire, c'est une balle perdue, mais Teddy n'avait pas compris qu'on pouvait revenir en arrière sur les choix importants. Oui, mais aussi il faut savoir que dès le début, je me suis fixé, je l'ai pas su parce qu'en fait j'essayais pas, parce que je me suis fixé comme objectif de j'assume les choix que je fais, qui pour moi le thème principal du jeu, mais on en reviendra après. Et du coup, j'essayais de revenir le moins possible sur des choix que je considérais comme importants. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, parce que dès le début du jeu, t'as beaucoup de très gros choix à faire. J'avoue que je savais pas non plus que je pouvais remonter dans le temps. Pour moi, c'était des choix, justement, le fait qu'on nous mettait cet écran et que le temps était arrêté, ça avait un peu cette impression de ah ouais, là il faut que je prenne mon temps parce que c'est un choix qui va être définitif. Et au final, j'ai appris assez tard que les gros choix, je pouvais les remonter. Moi, je remontais principalement tous les petits choix à la con où je demande si ça va à quelqu'un ou alors je l'insulte. Mais c'est tout. Quoi. Oui, mais clairement. Ah ouais, d'accord. Bah en fait, bon, alors moi la première fois que j'ai fait le jeu, parce que du coup, c'est pas la première fois que j'ai fait le jeu, je l'ai refait pour les besoins du podcast, mais je l'avais déjà fait 2-3 ans avant. Moi j'avais tout de suite compris parce que du coup en fait le premier choix qu'on a dans l'épisode 1 c'est est-ce qu'on dénonce Nathan ou pas qu'il était avec une arme dans les toilettes en train de menacer Chloé et en fait au début je fais le choix et après en fait durant tout le jeu Max elle se parle à elle-même, on est dans sa tête vraiment et du coup il y a plein de fois où on l'entend parler, mais en fait, elle parle dans sa tête, quoi. Enfin, et du coup, ça, déjà, c'est excellent pour l'immersion. Mais du coup, des fois, elle se permet de te donner des petits conseils. Et du coup, ouais, rien que sur ce premier choix-là, vraiment important, elle-même, elle hésite, tu vois. Elle te dit, ah, mais je sais pas si j'aurais dû le dénoncer, peut-être que ça va affecter ma bourse, je devrais peut-être revenir en arrière.
Et elle le fait pour tous les gros choix en réalité. Là par exemple dans l'épisode 2, un des gros choix, c'est quand on est... je sais plus si c'est dans cet épisode-là ou pas, mais en gros on est dans la chambre de Chloé et on se cache parce qu'il y a David qui rentre dans sa chambre et on n'est pas censé être là. Et soit on peut... Et en fait, il est en train de l'engueuler parce qu'elle est en train de fumer un joint. Ne fumez pas. Et bref. Et du coup, le choix, c'est est-ce qu'on sort pour tenir tête et dire « Ah, c'est mon joint » ou est-ce qu'on reste planqué et voilà. Et au début, t'es un peu en mode « Ah, putain, je vais aider ma pote quand même. » Et après, Max, elle se dit « Ah, ouais, mais... putain, il travaille à Blackwell, est-ce que ça va affecter ma bourse, machin et tout ?» Parce que je sais pas vraiment comment ça fonctionne aux États-Unis, mais de mémoire, il me semble quand même que en fait, les bourses, elles te financent tes études. Et si tu les perds, t'es obligé de payer toi-même, mais c'est des sommes assez astronomiques de mémoire. Hein. Oui, mais est-ce que la vraie question serait pas dans les deux choix, est-ce qu'elle se remet en question pareil pour justement forcer le joueur? Oui, elle se remet en question sur les deux choix, bien sûr. Ok, ça c'est pas mais mal. Tu vois, parce que du coup, j'imagine que toi, Teddy, t'as pas dû énormément remonter dans le temps. Mm-hmm. Moi, j'ai bien mangé, quoi, j'ai bien utilisé la compétence. Mais en fait, ce que j'ai trouvé assez frustrant, c'est que oui, le jeu, il a pour but de te montrer une certaine morale. De toute façon, on va y revenir en conclusion ou en synthèse. Mais j'ai trouvé que ce côté Max qui se remet en question sur absolument tous les choix qu'elle fait et qui essaie de culpabiliser le joueur tout le temps, c'était pas forcément hyper intéressant. Genre, c'est intéressant dans certains cas où effectivement on nous propose des gros choix et ces gros choix ont de bonnes conséquences et sont, on va dire, importantes par rapport à l'histoire du jeu. Mais en fait, le fait que Max se dise tout le temps, pratiquement à chaque action, peut-être que j'aurais dû faire l'autre, c'est un peu... je sais pas, ça perd un peu de sa saveur parce que tu fais une action, elle dit « Ah, peut-être que j'aurais dû faire l'autre ». Tu fais l'autre action, elle dit « Ah, peut-être que j'aurais dû faire l'autre ». Et du coup, est-ce qu'il y a une action qui a vraiment du sens par rapport à l'autre ? Est-ce qu'il y a un poids ? Après, c'est peut-être aussi dans ce côté, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Oui, clairement. Mais j'avoue que moi, j'étais un peu... on va dire, la répétition qu'il y a tout au long du jeu, c'était peut-être un peu trop. Après, c'est aussi assez personnel comme ressentiment. Oui, et puis du coup, t'imagines bien que moi qui ai pas fait de retour en arrière et à chaque fois qu'il se remet en question, je me disais à chaque fois merde, j'ai fait que les mauvais choix. Et du coup, non. Ça va. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal parce que du coup, ça t'incite en vrai à revenir en arrière, donc c'est plutôt bien en fait. Ouais, mais il y a aussi ce côté de... Enfin, en vrai, ça sert le narratif du jeu. C'est bien, c'est-à-dire avoir confiance en ses choix, tout simplement. Mais je trouve qu'ils appuient vraiment un peu trop là-dessus. Enfin, je veux dire, au bout de la 15e fois où elle dit peut-être que j'aurais dû faire l'autre choix, je pense que j'ai un peu compris qu'effectivement je pouvais choisir le choix que je voulais et que dans tous les cas il fallait que je l'assume. C'est ça. Je vous propose qu'on passe du coup à l'épisode 3, Chaos Theory. Et pour ça, Teddy, vas-y, dis-nous tout. Ouais, je vais dire ce que je me souviens déjà. Mais déjà, à partir de l'épisode 2, il me semble que toutes les fins sont masterclass, surtout celle de l'épisode 3 si je me trompe pas. Mais du coup, avant ça, dans l'épisode 3, il me semble que c'est celui où on rentre par effraction dans l'université pour aller choper des infos sur Nathan. Donc on a une phase un peu de stealth, de discrétion en passant derrière David qui vient nous chercher parce qu'on a fait du bruit et tout ça. Donc un peu sympa. C'est la première fois, il me semble aussi, qu'on joue de nuit, qui est plutôt cool. Ouais. Et après, je me souviens plus vraiment. C'est la première fois qu'on voit Franck aussi. Non, je crois que Franck, on le voit déjà dans le deuxième, mais... Ah, ok. Mais je crois qu'on a des interactions toujours avec lui, ouais. Je me trompe. Mais oui, après, je crois qu'elles vont dans la piscine aussi, non ? Oui, c'est ça, mais ça, c'est avant de sortir, ouais. Il y a ce moment dans la piscine, bien cool. Et du coup, on apprend aussi à la fin un nouveau pouvoir de Maxine,
qui est de pouvoir regarder une vieille photo qui date d'il y a plusieurs années et de pouvoir revivre cet instant et de changer le cours du temps en revivant ces 10 minutes qui ont été prises après la photo ou avant, je sais plus exactement, et du coup de pouvoir rechanger tout ça. Et du coup elle découvre ça, elle revient au moment où le père de Chloé était toujours en vie et décide de voir un peu ce qu'elle pourrait faire pour tout simplement le laisser en vie et de faire en sorte qu'il ne prenne pas la voiture et qu'il n'ait pas cet accident. Donc tout content, on se dit tiens, on va pouvoir faire une bonne action, ça va être trop bien. Et on revient dans le présent, on décide d'aller voir Chloé, et là l'épisode se termine sur Chloé qui est en fauteuil roulant, tétraplégique, et qui ne vit pas sa meilleure vie. Tout simplement. Ça, c'est une fin qui envoie. Et ça, j'avoue, franchement, sacré fin. Fallait le voir venir, quoi. Alors maintenant, on va vous parler de l'avant-dernier épisode, pardon, excusez-moi. Donc le 4e épisode, c'est Darkroom. Du coup, l'épisode d'avant, il se conclut avec Chloé qui est en fauteuil roulant. Donc on n'est pas dans la même réalité qu'on suit en fait depuis le début. Donc on est dans une autre réalité et je me permets quand même de revenir un tout petit peu sur le 3e épisode. Le 3e épisode, il parle globalement de la relation que Max entretient avec Chloé. Il y a un choix qui est vraiment moi je le trouve vraiment abusé. En gros, voilà, Chloé elle va s'énerver de plus en plus avec le jeu vu qu'elle rejette un petit peu tout le monde, elle se sent incomprise, elle pense que tout le monde l'abandonne, dont son père, donc c'est un peu ce qui va nous inciter à revenir en arrière pour modifier tout ça. Et elle n'arrive pas à accepter le fait que Joyce, donc Joyce c'est sa maman, qui a rencontré une nouvelle personne, donc David, le chef de la sécurité qu'elle appelle Trouduc sans arrêt. C'est marrant d'ailleurs. Bref, on va assister à une dispute qui va se passer à leur maison, et on va avoir soit la possibilité de défendre Chloé, soit on va avoir la possibilité de défendre, pas de défendre, mais de calmer le jeu avec David. Et si on décide de prendre la défense de Chloé, en réalité, on va exploser la famille. Parce que Joyce va le mettre dehors, va lui dire de dormir à l'hôtel, machin et tout. Et si on prend la défense de David, on déçoit un peu, entre guillemets, notre Chloé. Et bref. C'est un choix qui est quand même assez fort. Moi, je suis revenu plusieurs fois en arrière et j'ai vraiment beaucoup hésité. Bon, Teddy, je te demande pas, du coup, vu que il a fait tout en one shot, mais... Oscar, toi, est-ce que sur ce choix-là, est-ce que t'as vraiment hésité ou pas? Alors, j'ai pas du tout hésité. Ok. Je vais être honnête. Il y a, en fait, assez vite par rapport aux archétypes qu'il y a dans le jeu qui sont, relativement connus, c'est-à-dire la bully qui, en fait, a des problèmes avec elle-même, le gosse de riche qui a des problèmes avec ses parents, l'ancien militaire qui a des problèmes de traumatisme, la fille qui a perdu son père et qui n'a plus de repères, etc. Ou en tout cas qui a eu des problèmes pour vivre son deuil. Et j'avoue que personnellement, je suis assez vite du coup parti du principe que c'était un peu la faute de personne tout ce qui se passe à Arcadia Bay, jusqu'à ce que je sache à cause de qui tout ça a été mis en place. Mais globalement, je suis en mode en vrai, il y a pas l'air d'avoir de vrais méchants. Les gens ont l'air plutôt de vivre avec leurs propres problèmes et d'essayer de faire en sorte que les gens qu'ils aiment aillent bien. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de faire à leur manière. Et j'avoue que du coup, j'ai trouvé que Chloé était un peu... abusait un peu sur du coup son beau-père qui était maladroit dans sa manière de montrer qu'il voulait essayer de protéger sa famille, mais qui au final en vrai c'est ce qu'il essaie de faire. Du coup moi personnellement j'ai pas trop hésité à choisir de protéger David, puisqu'il avait l'air d'être un bon gars au fond, même si ça convient pas à sa fille, car il fait les choses de manière un peu comme j'ai dit maladroite quoi. Ok, c'est vrai que
quand on fait pour la première fois le jeu, moi j'ai été vraiment du côté de Chloé en mode putain mais c'est vraiment un connard machin et tout, jusqu'à ce que bref la fin du jeu on en reparlera, et où là on se rend vraiment compte que c'est quelqu'un de bien, mais vraiment il y a des choix, même sa façon de dire, la manière dont il est, c'est compliqué de le comprendre quoi. Mais bref, c'est un peu sur ce que je voulais revenir sur l'épisode 3. Bref, passons à l'épisode 4. L'épisode 4 s'ouvre du coup sur la réalité qui est différente, avec du coup notre meilleure amie qui est en fauteuil roulant. Donc on va passer des petits moments avec elle. C'est aussi un moment qui est très fort parce que en fait ça met tout simplement en scène la difficulté aux personnes qui ont un handicap de vivre au quotidien avec. C'est très très bien amené, voilà, dans le sens où elle a une chambre complète, enfin ils ont aménagé tout le garage en nouvelle chambre avec tous les soins qui est nécessaire pour Chloé, et voilà, en fait on va se rendre compte un petit peu au fur et à mesure que ses parents ont du mal à arriver, enfin voilà, ils croulent sous les dettes en réalité, ils n'arrivent pas à payer les soins médicaux. Voilà, c'est, je pense aussi une façon de montrer que l'accès à la santé aux États-Unis est quand même relativement compliqué. C'est vraiment pas du tout fait pour les foyers moyens, voire les personnes qui ont des salaires vraiment très bas. Donc voilà, donc là en fait ils peuvent vraiment plus, ils peuvent plus faire de prêts, il y a aucune banque qui les suit. Si on va dans l'ancienne chambre de Chloé qui est à l'étage, on voit même que en fait William, qui est le vrai père du coup de Chloé, et Joyce, la maman, en fait font des lettres à toute la famille et essayent de demander un petit peu d'argent, pour aider le plus possible Chloé. Mais bref, voilà. Oui, on l'a pas précisé, mais du coup, pour recontextualiser l'accident de Chloé, son accident fait suite à un accident de voiture qu'elle a eu en faisant une tête à queue. Enfin, c'est une voiture qui lui faisait une tête à queue parce que à ses 16 ans, son papa lui a offert une voiture et bon, voilà, elle a eu un accident à ce moment-là. Le moment un petit peu le plus poignant de cet épisode, c'est le moment où Chloé, donc dans la réalité où elle est en fauteuil roulant, en fait elle en a marre de vivre comme ça, et elle se rend bien compte que les médecins sont de moins en moins pas confiants, mais optimiste, on va dire, sur son état de santé. Donc elle sent bien qu'il se passe quelque chose, et on va avoir un choix qui est très difficile, c'est celui où elle va nous demander de mettre fin à ses jours en lui injectant de la morphine, je crois, c'est ça ? Ouais, au maximum. Overdose de morphine. Ouais. Voilà, donc comme elle essaye de nous le convaincre, de nous le faire convaincre, c'est une mort qui est quand même assez c'est pas dans d'atroces souffrances non plus, mais quand même il y a quand même un choix qui est éthique, qui est quand même assez grand. C'est vrai que alors là pour le coup on va parler un peu de comment ça se passe aux États-Unis, mais en réalité je sais pas trop comment c'est, mais en tant que Français c'est sûr que c'est un peu difficile parce que voilà, nous on n'a pas ces sujets autour de l'euthanasie, etc. C'est quelque chose en tout cas en 2015, je crois que c'est des choses qui ont été discutées récemment. On tourne à peu près en 2025, à peu près. Qu'est-ce que je raconte, c'est fou de dire ça. Mais bref. Nous, on tourne actuellement en octobre 2025, mais voilà, je pense qu'en 2015, c'était des sujets qui ont pas tellement été abordés, je veux dire, même dans la sphère politique chez nous en France. Donc, c'est quand même un choix qui est... moi je l'ai trouvé vraiment difficile. Je sais pas comment vous l'avez abordé, et qu'est-ce que vous avez choisi du coup Ouais, ce genre de choix, je sais que, personnellement, je me suis déjà posé dans la vraie vie, voilà. Et je sais que j'aurais bien aimé que si jamais ça se passe comme ça, que quelqu'un m'aide à sortir de là, tu vois. Donc j'ai quand même pas mal hésité, mais j'ai choisi d'écouter Chloé. Je me suis mis à sa place. Et j'ai essayé de ce que je pensais faire le max pour l'aider, et du coup je lui ai mis l'overdose de morphine. Ok, d'accord. Et du coup il se passe quoi ? Juste après tu t'en vas quoi ? Enfin genre tu lui mets l'overdose et après tu t'en vas de cette réalité ? Elle s'éteint tranquillement et après on reprend la photo et on s'en va.
Ok. Parce que toi, du coup, t'as fait l'autre choix, Arthur, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, j'avoue que je l'ai aussi euthanasié, mais Ok. je crois que c'était un des choix les plus compliqués à faire parce que j'étais un peu frustré. Il m'aurait fallu un troisième choix. Genre, le troisième choix étant, genre, d'abord, t'en parles à tes parents parce que, enfin, c'est un peu comme ça que je voyais, j'aurais aimé qu'elle puisse en parler à ses parents et qu'elle voit un peu avec eux certains trucs et qu'elle montre un peu sa détresse et que ce soit quelque chose d'accepté et qui soit même qui permette de laisser aux parents peut-être leurs dernières heures ou leur dernière journée avec Chloé avant que juste elle parte et qu'ils aient même pas l'occasion de lui parler ou quoi que ce soit. J'aurais aimé qu'il y ait cette possibilité et que même si ses parents refusent, qu'on nous repropose et que à ce moment-là, je suis en mode bon bah si les parents refusent et qui comprennent pas la détresse de Chloé, bah moi je vais l'aider, tu vois. Et du coup, j'étais un peu frustré de pas pouvoir prendre ce choix-là. Et par défaut, c'est vrai que je pense que mettre fin à ces jours, c'est quelque chose d'un peu cruel de la part de Chloé de nous le demander. Mais d'un autre côté, c'était aussi, j'imagine, la chose la plus digne à faire pour elle. Alors, si je puis me permettre, moi j'ai répondu non, mais genre j'ai pas vraiment hésité, tu vois, parce que je sais pas, il y avait une part de moi où effectivement je comprends sa détresse, je me dis putain ça doit pas être facile, mais dans ma tête je me suis dit c'est clairement pas à moi de prendre cette décision, tu vois, enfin je comprends, on est sa pote, on la connaît depuis longtemps, machin, donc il y a un aspect un peu un peu détaché de tout ça vis-à-vis de sa famille, je veux dire. Et du coup, j'étais en mode, ouah, vraiment pas. Et puis voilà, moi je pense que c'est. Enfin voilà, par respect, j'étais en mode, c'est pas à moi, son ami, de prendre cette décision qui est une décision aussi forte, quoi, en réalité. Et j'ai préféré dire non. Mais bon, Après, c'est elle qui te ça demande. n'appartient qu'à moi. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que, Ouais, en bien fait, sûr. elle était tétraplégique depuis déjà quelques années. Et en fait, la décision de te demander de la tuer, c'est pas une décision qu'elle a prise sur le jour même, tu vois. C'est pas une décision dont elle a pas soulevé le poids et l'importance. En fait, c'est pas toi qui prends la décision. Toi, tu prends la décision d'accepter son choix à elle. Et son choix à elle, c'était de mourir. Du coup, en fait, t'es un peu l'intermédiaire, c'est ça qui est un peu cruel, parce que toi, t'as rien demandé, t'as pas demandé à tuer ta meilleure amie. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus toi qui prends le choix de la tuer, puisque c'est elle qui a déjà choisi de mourir. C'est aussi un peu pour ça que ça enlève un peu du poids de responsabilisation. Oui, c'est ça. Alors, je comprends, mais si tu veux, j'étais en mode, putain, en fait, bon, voilà, tout ce qui est montré, en fait, dans ce début de chapitre-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment, bah voilà, que la famille croule sous les dettes, et tu vois que, en discutant avec le papa et la maman, en fait, tu vas te rendre compte que, bah voilà, ils donnent tout, en fait, pour Chloé, et Ouais. moi, je me suis mis, genre, 2 minutes à leur place et je me suis dit c'est pas possible, tu vois, genre ils sont là, les parents, ils donnent absolument tout, ils sont là, ils font même 2 boulots différents chacun pour vraiment arriver à ses fins, sachant que ouais, on a à peu près on a des chiffres, hein, on a à peu près une facture par jour. Chloé, il lui faut ouais, genre 8000 9000 dollars de soins, enfin c'est énorme, quoi, et c'est complètement démesuré, et en fait tu comprends via les parents que bah voilà, ils donnent tout ce qui est possible et imaginable pour leur fille, et que voilà, ils veulent pas lâcher jusqu'au bout, quoi. Et malgré voilà, que les médecins soient vraiment de moins en moins optimistes vis-à-vis de son état de santé, et du coup je me suis dit, enfin je me suis vraiment détaché de ça, enfin au plus possible, et j'étais en mode c'est pas à moi de prendre cette décision, même si le jeu essaye de me l'imposer. Non, moi j'arrive pas, quoi. Mais bon, bref, ça n'appartient qu'à moi. Pour la suite de cet épisode, du coup, donc on revient dans notre réalité à la base.
De là, en fait, bref, Chloé avant, c'est pour ça que en fait on avait changé de réalité, c'est parce que Chloé et Maxine s'étaient un petit peu embrouillés et Chloé quand elle pète à câble, c'est un peu la faute de tout le monde. Et là, la faute en question de la personne, c'était de son papa. Genre, c'était de sa faute si sa vie c'était le bordel, machin. Donc c'est ce qui nous a conduit à revenir dans le passé. Mais d'ailleurs le moment qui est très poignant, c'est le moment où on fait le retour arrière, c'est-à-dire qu'on retourne dans le passé et du coup on cache plus les clés de William, on les met vraiment en évidence. Ça fait un peu mal au cœur quand même comme moment. Je sais pas comment vous l'avez vécu du coup, mais bon. Ouais. Et globalement, tout ce qui touche à l'empathie sur une famille, des parents, ce genre de choses, perso ça me touche pas mal. J'avoue que c'était pas non plus... Enfin, le jeu sait jouer avec nos émotions, c'est sympa. Ah, clairement, c'était pas facile, quoi. Mais du coup, en revenant dans notre réalité, bref, Chloé s'est excusée et du coup, ils ont passé toute la nuit à faire leur petite enquête pour déterminer quel est le rapport entre Rachel, Nathan, voilà, tout ça, ils essayent un peu de tout démêler. Au terme de cette enquête, ils ciblent un endroit, c'est en fait une grange qui appartient à la famille Prescott. Donc bref, il y a tout un truc d'enquête sur comment on fait pour s'y introduire, machin. Donc on arrive dans la grange et en fait on se rend compte qu'il y a une pièce qui est cachée en dessous la grange, un peu comme un bunker, et on arrive à s'introduire dedans. Et quand on s'introduit dedans, on voit une sorte de studio de photographie vraiment avec la pointe de la technologie. Donc en gros on se rend compte qu'il y a vraiment que les Prescott pour écrire ça, et enfin pour écrire ça, pour se payer tout ça. Et en fouillant toutes les étagères, on se rend compte que y a plein de noms qu'on connaît. Du coup, Rachel Amber et du coup Kate Marsh. Et en fait, en ouvrant ces dossiers, on se rend compte, on les voit en fait où elles sont complètement ailleurs, elles sont complètement shootées, et elles sont prises en photo. Et c'est un peu une mise en scène un peu macabre parce que du coup, tu vois vraiment une personne qui les prend en photo, etc. Et en fait, les deux personnages vont comprendre que c'est Nathan, la personne en question, et donc on décide de se barrer. Avant de se barrer, quand même, on se rend compte que la prochaine victime, ça va être Victoria. Ça va donner un petit choix sympa après. Donc on décide de retourner au campus, là où il y a la fameuse fête du Vortex Club, et on va chercher Nathan. On le trouve nulle part. Et du coup, je crois que c'est après cette fête, on décide de retourner à l'endroit où Rachel est décédée, donc là où il y a son corps qui est enterré. Parce que du coup, voilà, en rentrant dans le bunker, on voit une photo qui a été prise par la personne qui l'a enterré. On voit pas la personne en question, mais on voit juste l'endroit où il est. Et vu que c'est un endroit que Chloé connaît, on s'y rend vite. Et en s'y rendant, en fait, Mark, je crois que c'est son nom, Mark Jefferson tue Chloé et nous drogue. Et en fait, on se réveille où on est vraiment du coup dans la dark room avec Mr. Jefferson, et on est un peu enchaîné de partout. Je me permets juste aussi de revenir sur les catastrophes naturelles. L'épisode 2, c'était l'éclipse, il me semble. Oui, c'est ça, c'est l'éclipse solaire. L'épisode 3, ce sont des baleines qui sont échouées sur la mer. Donc attention, je parle pas d'une baleine, j'en parle de plusieurs. C'est quand même assez hyper fort comme image. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais waouh, genre voir des animaux aussi grands décédés, ça fait un petit truc quand même. Ouais, c'est spécial. Et enfin pour cet épisode, c'est il y a 2 lunes. Donc là vraiment, tu sens vraiment que il y a un problème, quoi. Genre vraiment les catastrophes naturelles, elles font que augmenter. Et bref, et tu te rends compte qu'il y a un problème. Et pour le dernier épisode, ce sera la tornade. Mais pour parler du dernier épisode, je vais laisser en parler à Oscar, parce que je crois qu'il a pas mal de choses à nous dire. Alors pas mal, je sais pas, mais c'est sûr que j'ai mes petits trucs à dire par rapport à ça. L'épisode 5 qui est vraiment du coup l'épisode final de tout le jeu Life is Strange. Et donc là,
on va vraiment mettre en place tous les procédés qu'on a pu voir auparavant, à savoir la responsabilité de nos choix, la confiance en soi, l'effet papillon aussi, du coup, qu'on a pu voir notamment avec Chloé, et tout plein d'autres concepts qui sont du coup assez cool à retrouver tout mélangé. Mais en gros, si je dois résumer l'épisode 5, on est dans la chambre noire, donc l'endroit où les filles sont séquestrées par du coup Monsieur Jefferson, qui les drogue pour ensuite les prendre en photo, et il trouve ça magnifique, c'est très glauque, mais bon. Et en fait, nous, en tant que personnages, notre seul moyen de nous échapper d'un endroit où on est attaché comme ça, c'est par le biais soit de notre pouvoir de remonter dans le temps, soit notre pouvoir de remonter dans le temps lointain grâce à des photos dans lesquelles on peut s'immerser, et donc en s'immersant on peut peut-être changer le cours des choses pour faire en sorte de pas se retrouver dans cette chambre noire séquestrée. Du coup il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans cet épisode parce que en fait on va remonter dans le temps, sauf qu'en remontant dans le temps et en faisant des choses, on va se rendre compte que même si ça nous sauve nous, ça crée d'autres problèmes à côté. Et donc petit à petit, on va essayer d'un peu chercher la meilleure solution possible, jusqu'au moment où en fait tout va bien dans la réalité, sauf qu'on avait oublié un des facteurs les plus importants qu'on voit durant tout le jeu et qu'on processe pas forcément, c'est-à-dire justement ces catastrophes naturelles. Typiquement, épisode 1, la neige alors qu'on est en plein été, épisode 2, l'éclipse solaire alors que c'était pas prévu, l'épisode 3, c'est, il me semble, les oiseaux qui meurent sans qu'on comprenne pourquoi, l'épisode 4, ou alors c'était 3 et 4, c'est les baleines qui meurent, et l'épisode 5, en fait, on se rappelle que dans le premier épisode, on avait vu qu'il y avait une grosse tempête qui approchait, et donc malgré le fait qu'on se soit sauvé nous et la plupart des gens, grâce à notre pouvoir de remonter dans le temps, et la tempête frappe Arcadia Bay alors qu'on n'est pas là. Et c'est un peu ce truc-là qui nous rappelle que malgré tous nos efforts, remonter dans le temps, ça a pas l'air d'être la solution la plus efficace, puisque en fait à chaque fois qu'on remonte dans le temps, on change le futur, mais le futur a jamais l'air d'être non plus mieux que ce qu'on avait avant. Et du coup on arrive finalement à sortir de la chambre noire grâce à l'aide de David. On a pas mal de choix à faire, notamment est-ce qu'on tue le professeur ou est-ce qu'on ne le tue pas. Ensuite, on sort du bunker et on essaie de retrouver nos amis, notamment un spécifiquement. J'ai oublié. Comment il s'appelle ? Warren, oui. Ouais, Warren, voilà. Retrouver Warren parce qu'en fait, il a une photo qui est un peu la photo originelle, ou non c'est pas la photo originelle, mais en fait c'est une photo qui nous permettrait de encore une fois retourner dans le passé pour changer le futur, puisqu'on n'a plus les autres photos qui ont été brûlées. C'est un peu brouillon, mais globalement du coup on sort du bunker, on essaie d'aller le retrouver au milieu de cette scène où il y a l'énorme tempête qui est d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très stylée. Elle est très jolie, oui. Elle est magnifique cette tempête. Ils ont bien géré sur la qualité de cette tempête. Moi à chaque fois, j'étais un peu hypnotisé en la regardant. Et du coup, dans cet épisode, on va essayer de sauver les gens, retrouver Warren. C'est un peu aussi la concrétisation de toutes les relations qu'on a pu développer durant le jeu, puisque y a un peu de dialogue où on va dire qu'on ressent le caractère aussi de tous les personnages. Notamment, il y a aussi ce truc un peu drôle avec, je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui se prend plein de trucs. Oui, qu'on sauve tout le temps. Ouais, Alicia. c'est ça, la fille qu'on sauve. Ouais, voilà, Alicia. C'est une fille qui du coup se prend plein de choses dans la tête tout le temps, mais en remontant le temps, on peut la prévenir juste avant et la sauver. Du coup, on retrouve aussi certains clins d'œil à des choses qu'on a pu faire durant tout le jeu. Et bon, c'est très long et au final, on arrive à retrouver Chloé en remontant dans le temps à partir de la photo que Warren nous a donnée. Et en remontant dans le temps, on se retrouve au final... Oh mais non, je dis n'importe quoi. J'ai complètement zappé, je sais pas pourquoi j'ai oublié ça, mais en fait on remonte effectivement dans le temps,
et on change des choses en espérant que ça soit mieux. Sauf que ça nous épuise et on tombe dans les vapes. Et là, on fait un cauchemar en fait qui va mettre en œuvre, au final, les deux plus gros choix qu'on va faire dans ce jeu, à savoir mettre en œuvre toute la relation qu'on a eue avec Chloé et tous les bons moments qu'on a eus avec elle, face à la vie de toutes les personnes d'Arcadia Bay, parce que au final, après ce grand cauchemar, on va devoir choisir entre sauver Chloé ou sauver Arcadia Bay, parce qu'on se rend compte qu'en fait tous les problèmes temporels qu'on a sont liés à Chloé, et que c'est vraiment sa mort qu'on a évité dès le début du jeu qui crée tous ces problèmes. Et que la seule solution, c'est pas de changer ci ou changer ça, c'est de changer si on sauve Chloé au début du jeu ou si on ne la sauve pas. Et bon, alors donc, maintenant... tout l'épisode 5, désolé. Vas-y, fini. Tout l'épisode 5, du coup, est tourné sur le fait de demander aux joueurs est-ce qu'ils préfèrent sauver Chloé ou sauver Arcadia Bay. Voici pourquoi ce serait bien de sauver Arcadia Bay, voici pourquoi ce serait bien de sauver Chloé, à travers du coup le cauchemar. Et donc maintenant, la question c'est qu'est-ce que vous avez choisi ? Qui a choisi de sauver Chloé ou qui a choisi de sauver Arcadia Bay ? Dites-moi. Je pense qu'avec Oscar on a fait le même choix, mais moi personnellement j'ai sauvé Arcadia Bay. Eh oui, moi aussi. Let's go. Très bien, et ben c'est super parce que je suis l'antagoniste suprême et j'ai décidé de choisir Chloé Price. Alors ces choix en réalité c'est voilà, moi j'ai choisi le choix le plus parce que voilà, en fait les deux choix sont très enfin ça relève d'une émotion et je trouve que sauver Chloé c'est le choix de l'égoïsme. Clairement, mais c'est tellement humain, tu vois, d'être égoïste comme ça parce que tu vis tellement de moments avec Chloé et sur le coup je me suis dit mais en fait attends, j'ai voyagé tout le jeu pour la sauver et c'est pas pour rien, donc maintenant toi je vais plus te lâcher, tu vois. Et oui forcément c'est vrai que il y a des fois elle pète des câbles, il y a des fois machin, mais en fait on la comprend, tu vois, parce que elle passe par tellement d'émotions différentes que je me suis dit, bon, voilà, vas-y, j'y vais, quoi. J'y vais à fond. Et puis surtout que, les personnes d'Arcadia Bay, en réalité, t'interagis avec certaines, mais bon, c'est pas non plus... voilà, quoi, je repense à... oui, les darons de Joyce... les darons de Joyce, que je raconte ? Les darons de Chloé. Bon voilà, t'interagis vite fait. En fait, tu connais pas assez de monde pour te rendre compte de l'impact entre guillemets, tu vois. Je sais pas comment dire. Mais bon, bref, j'ai fait le choix de l'égoïsme. Ouais, je comprends. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, si t'es complètement rationnel, tu dis c'est une vie contre 10 000. C'est un peu le dilemme du tramway, j'imagine. Est-ce que tu préfères sauver une personne que tu aimes ou 100 personnes que tu connais pas? Et le jeu d'ailleurs, pour essayer de quand même équilibrer, j'ai trouvé que dans le 5e épisode, il essaie quand même de mettre les gens que tu connais comme étant des gens qui t'aiment pas. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais dans ce cauchemar, j'avais l'impression que la plupart des gens étaient assez agressifs envers nous, sauf Chloé du coup, et que ça essayait un peu de changer la balance de la personne qui serait, on va dire, bizarrement rationnel, dans le sens où c'est une personne contre 100, donc je vais forcément choisir 100, mais on te montre que les 100 personnes t'aiment pas forcément, ou que t'as pas beaucoup effectivement de relations avec elles, et c'est vrai que c'est intéressant du coup, même si je dois être complètement honnête, je crois que Chloé je peux pas la saquer. Oui. Du coup, ça a été peut-être un peu plus simple pour moi de choisir de la sacrifier. Non, clairement, moi ça a pas été compliqué non plus, surtout que cette partie de gameplay, je l'ai pas kiffé, je l'ai trouvé vraiment longue. Je comprends le propos, mais on aurait tellement pu faire plus court. Tu sais, le période de cauchemar. Donc ça m'a pas aidé à équilibrer un peu tout. Donc au final, j'avais le choix à la fin. Comme disait Arthur, Chloé, elle est là depuis le début, mais justement, elle est là depuis le début.
elle fait n'importe quoi, on passe le jeu littéralement à réparer ses erreurs. Moi, le choix de la fin, personnellement, ça a pas été très compliqué. Hein. Non, mais c'est très très vrai. Je comprends totalement vos ressentis. Je sais pas, moi je me suis dit, allez, vas-y, j'y vais. Parce que, bon, en vérité, je savais que vous alliez choisir ça. Enfin, Teddy, je savais que t'allais choisir ça. J'en étais sûr. Oscar, un peu moins, mais je me suis dit, allez, je suis l'antagoniste du groupe, j'en ai rien à foutre. De toute façon, il fallait qu'il y en ait un qui choisisse un truc différent. C'est vrai. Mais vous expliquerez peut-être votre fin. Mais en gros, ce qui se passe quand on sacrifie Arcadia Bay, c'est que du coup, Flash, on se retrouve le lendemain, une fois qu'il n'y a plus de tornade, et on est dans la voiture avec Chloé, et on traverse tout Arcadia Bay pour se rendre compte des conséquences de notre choix, quoi. Donc c'est le bordel partout, et il y a pas un chat quoi dans la ville, il y a tout le monde qui a l'air d'être décédé, et elles sont sur la route, et vers la fin ça se termine sur un plan où en gros elles quittent la ville d'Arcadia Bay, donc en gros tu les vois rouler sur une double voie, et il y a le panneau à bientôt à Arcadia Bay machin, et voilà. C'est à peu près tout ce qui se passe. Vous, il se passe quoi du coup dans votre fin, Ted ? Et nous on voit du coup Max qui repart dans les toilettes au tout début quand Chloé se fait shoot par Nathan. Donc Max se retient tant bien que mal de ne rien faire au moment du papillon. Ensuite on voit toutes les photos, tu sais, qui se déchirent, se crament pour refaire la réalité. Donc Nathan se fait arrêter, le professeur se fait arrêter. Tout va bien, il n'y a pas d'apocalypse, tout est normal. Et du coup, on assiste à la fin à la scène de l'enterrement avec tous ses proches qui sont là. Et du coup, le petit papillon qui signifie beaucoup de choses, qui s'arrête pour dire bonjour à Max sur le cercueil pour s'envoler de plus belle. Comme un petit dernier au revoir de Chloé, comme quoi elle veille toujours sur elle. Enfin, on le prend comme on veut, ça veut dire pas mal de choses. Mais j'ai trouvé cette fin plutôt jolie. Je sais pas, ouais, elle est sympa. Elle est sympa. Puis c'est un peu, entre guillemets, le good ending, comme tu l'as dit tout à l'heure, Arthur. Il y a la fin égoïste et la fin, on va dire, plus... Enfin, c'est une question de morale, de toute façon. Rationnelle. Dans tout ce jeu. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, du coup, à chaque fois qu'en fait on change le futur, on voit toutes les photos de certains événements importants qui sont changés. Puisque de toute façon la photographie c'est vraiment un des points principaux de la direction artistique du jeu, et c'est vrai que du coup dans la fin où on sacrifie Chloé en quelque sorte, tout a l'air d'être pour le mieux sauf Chloé quoi. Du coup ça fait un peu happy ending comparé à l'autre fin en tout cas. Et d'ailleurs à la fin c'est Chloé qui incite en fait à dire non mais ne me choisis pas moi, il y a tellement plus de vie qui mérite en fait, c'est ma faute en fait tout ça, et du coup elle est en mode vas-y choisis Arcadia Bay quoi, donc vraiment elle nous pousse entre guillemets à faire le choix rationnel. Ouais, son meilleur moment finalement. C'est clair. Non, je donc Teddy ne l'a pas du tout apprécié quoi. Mais c'est que à la sortie du jeu, les deux persos étaient vraiment adorés quoi, leur relation et tout, parce que en fait ce qui est aussi intéressant c'est tous les tabous qu'aborde le jeu, qui sont pas forcément des tabous bien vus à cette époque-là, ou en tout cas qui sont pas autant abordés qu'aujourd'hui. Typiquement aussi si à cette époque des éditeurs pouvaient refuser des jeux avec un personnage féminin, vous imaginez qu'une relation entre Max et Chloé, qui peuvent avoir une relation amoureuse, ouais. Et donc qui aborde des sujets LGBT, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit très souvent dans les jeux vidéo. Donc les gens étaient plutôt surpris et aimaient assez bien leur relation, et c'est quelque chose qui est du coup qui en tout cas à l'époque a vraiment mis les joueurs dans une impasse, puisque c'était beaucoup plus compliqué de choisir entre Chloé ou Arcadia Bay parce que les gens adoraient Chloé. Ceci me permet de faire une petite transition sur les différents points que l'on avait à aborder. Mais avant tout ça, je me permets, on va faire une petite digression sur le gameplay.
parce que le gameplay, bon voilà, voilà, ça va aller vite, hein, de toute façon, mais voilà, je pense qu'il faut quand même un petit peu en parler. Globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé? L'exploration, est-ce qu'elle était fluide? Est-ce que le fait qu'elle parle tout le temps, est-ce que des fois vous trouvez pas ça un peu ennuyant? Enfin voilà, Ted, non? Ouais, il y a plusieurs points que j'aimerais relever. D'abord, il y a pas mal d'interactions, il y en a énormément. Au début, c'est chouette, c'est très chouette. Au bout de un chapitre et demi, je t'avoue que j'ai arrêté de tout regarder. Du coup, je suis passé à côté de certaines infos, mais ça me prenait tellement de temps, ça doublait le temps des chapitres littéralement. Donc, au bout d'un moment, ça commençait un peu à être chiant. Il y a des fois aussi où, comme dans la grange, je sais pas si vous vous souvenez, mais on doit faire tomber une espèce de moteur pour ouvrir la trappe. Ouais. Et à ce moment-là, il y a un peu de réflexion. Et des fois, quand on fait pas le bon choix, ou même quand on remonte une fois en arrière, elle parle toute seule dans sa tête, comme t'avais dit Arthur. Et à ce moment-là, elle nous lâche l'info. Et j'ai trouvé que parfois, elle nous lâchait l'info vraiment très vite par rapport au temps de réflexion qu'on devait avoir. Donc je trouvais ça des fois dommage, parce que des fois, les seuls moments d'interaction qu'on pouvait avoir avec un peu de réflexion étaient un peu volés par le jeu, j'ai eu l'impression. Et aussi, il y a plein de trucs comme ça entre les interactions, le journal avec énormément de pages. Je vous avoue, j'ai rien lu. Hein. Je sais pas vous, mais j'ai lu aucune des pages. En fait, il y a des bons choix de gameplay. Il y a des trucs vraiment sympas. Des fois, c'est trop, et des fois, c'est vraiment bien fait. Comme certains moments, je dirais 1 ou 2 fois par chapitre, où Max s'assoit pour se parler à elle-même, avec une petite musique et des plans de cam un peu différents sur l'environnement autour. Et je trouvais ces moments vraiment chouettes. Et toi, Oscar, du coup? Niveau gameplay, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'au final, c'est pas vraiment le but du jeu, tu vois. Le but du jeu, j'ai l'impression que c'est plus le côté narratif, forcément l'histoire, etc. Et que du coup, à côté, le gameplay, il est là, mais bon, c'est pas forcément le point principal du jeu, dans le sens où typiquement les énigmes elles restent assez simples, comme tu t'es dit, on te donne assez vite la réponse pour que t'aies pas à t'y attarder, parce que c'est pas le but du jeu que tu t'y attardes, on veut que tu t'attardes sur le narratif en fait. Du coup c'est intéressant d'avoir quelques petites énigmes. J'avoue que moi je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à intégrer le fait que lorsque je remontais dans le temps, je me téléportais. Du coup, il y a pas mal d'énigmes où j'étais en mode mais je comprends pas là, pourquoi je peux pas passer, ou pourquoi je peux pas avancer. Remonte juste dans le temps en fait. C'est tout. En fait, c'est la mécanique principale du jeu, donc il serait peut-être temps de l'intégrer. Mais sinon, en vrai, globalement, c'est un peu toujours la même chose en termes d'énigmes, ce qui est pas forcément un problème, puisqu'à côté t'as tout le narratif du jeu. Mais moi personnellement, ce qui m'a vraiment pour le coup dérangé, c'est plus le système de choix, parce que en vérité, personnellement, je trouve que les choix ont pas vraiment d'importance, couplé au fait que les choix que tu fais, c'est pas vraiment les choix que tu fais, parce que sur les 3 mots que t'as choisis, il y en a 150 que tu connais pas. Du coup, c'est un peu bizarre, ça donne plus une ambiance de jeu qui est en fait un roman que l'on suit, où on agrémente quelques petites anecdotes, mais sans que ça change la fin, parce que au final la fin c'est 2 choix. Et quoi que tu fasses dans toute l'aventure du jeu, la fin ça restera les 2 mêmes choix. Du coup, j'avoue que j'ai pas trop ressenti l'intérêt du gameplay. On aurait pu mettre une série, ça aurait été un peu la même chose, quoi. Alors, quant à moi, niveau gameplay, j'ai trouvé que d'une part, le fait d'interagir avec tout, c'est bien, parfois un peu ennuyant, mais ça contribue à une narration environnementale, parce que là, pour le coup, niveau narration environnementale, j'ai trouvé que c'était assez insane, quoi. C'est genre, il y a énormément d'éléments qui te permettent de comprendre certaines choses. Si tu explores vraiment, le jeu te récompense avec des dialogues en plus, des petits bouts d'histoire en plus et tout. Et ça, j'ai trouvé ça c'est génial en fait. C'est vraiment c'est exceptionnel. Genre
je suis pas tellement d'accord avec ce que t'as dit, Oscar, vis-à-vis des dialogues, parce que si tu te forces à parler avec des gens, eh ben tu débloques des choses, et des choses plutôt intéressantes. Moi, je suis parti, la première fois que j'avais fait le jeu, j'avais fait plutôt une run où j'étais vraiment que centré sur Chloé, et ses choix, et du coup j'oubliais complètement le reste, mais du coup là j'ai pris le temps, j'ai parlé avec les gens, j'ai essayé d'être cool avec tout le monde, et tu vois, bah par exemple Victoria à la fin elle m'a avoué que en fait elle kifferait trop être pote avec moi, et qu'elle fait juste ça parce qu'elle comprend pas, parce que en fait c'est pas qu'elle comprend pas, c'est qu'elle se demande comment je fais pour ne pas que ce soit sur mon visage que les gens me jugent, tu vois. Comment ne... Enfin, je sais pas, il y a un mot atteint pour par ça. le regard des autres et tout ça. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, j'ai trouvé ça trop bien. Pareil, les potes de Victoria, c'est sous-fifre. En réalité, j'ai discuté avec elle, et il y en a une, sa maman, elle avait été hospitalisée. Et ça, je l'ai su en remontant dans le temps, en discutant avec elle. Enfin, c'est... vraiment, tu peux lier des amitiés à droite à gauche qui... bah ça paye pas de mine, tu vois, mais tu te dis, ok, je suis pas la petite geek de merde là maintenant, sans vouloir offenser des gens, pardon, excusez-moi, hein. Mais voilà, c'est pas la petite geek qui est renfermée sur ML, qui parle à personne. Là, tu vois, j'essaye d'être un peu social, et c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça super bien, tu vois. Ouais. Alors, pour quand même recontextualiser mon aventure, j'ai aussi pas mal, tu sais, j'ai remonté dans le temps très souvent. Donc en vrai, j'ai tout exploré. Il y a que quelques éléments qui sont passés sous mon nez et que j'ai pas pu voir et que j'ai compris ensuite, mais globalement, Victoria, j'étais aussi pote avec elle. J'ai essayé de sauver un max de gens et de faire des décisions sympathiques. Mais au final, en fait, même si ça te récompense par des ajouts sur la narration, que du coup ça te donne une immersion qui est un peu meilleure, que globalement t'en apprends plus sur Arcadia Bay de manière générale, j'ai trouvé que le fait que ça n'ait aucun impact sur l'histoire en soi, autre que de donner de l'information, c'est un peu dommage. Genre le côté de à la fin de l'épisode, Kate marche ce qu'on a pu faire avant, même si tu peux le retrouver dans certains de ces dialogues, au final t'en as pas besoin si tu veux la sauver. Si tu veux enfin tout ça jusqu'au dernier choix entre Chloé et Arcadia Bay. En fait, même si t'as des petites anecdotes et des petits clins d'œil à des choix que t'as pu faire, je trouve ça dommage que ce soit pas si bien intégré dans le jeu en lui-même. C'est plus genre, effectivement, comme tu l'as dit, une récompense pour le joueur en termes de d'informations sur la narration, mais il n'y a pas la récompense de voilà l'impact du choix que t'as fait à ce moment-là où t'es ami avec Victoria, tu vois, parce que c'est bien d'être ami avec Victoria, mais par exemple, ça n'apporte rien à l'histoire. Que tu sois ami avec elle ou pas ami avec elle, l'histoire sera la même, et c'est un peu triste, surtout dans des jeux qui au final tu peux retrouver par exemple Détroit qui sort 2 ans après, où là t'as une vraie narration où tes choix ont un impact, dans le sens où bah tu vas avoir plein de fins différentes suivant ce que t'as pu faire. Ouais, c'est clair. Moi, ce que j'ai trouvé aussi vis-à-vis du gameplay, du coup, j'ai trouvé que le moment où on retourne dans le temps avec les photos, j'ai trouvé ça nul. Genre, en fait, la mécanique de gameplay où tu dois faire la mise au point, j'ai trouvé ça, genre, enfin, c'est pas bien. Genre, je galérais. Je comprenais pas comment ça marchait. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment nul, en fait, tout simplement. Ah ouais, t'y vas fort. Ouais. J'ai compris. Je trouvais ça assez intuitif. Ouais, c'est vrai qu'il y va un peu fort. Oh, pardon. Non, mais Ah ouais? Non, mais en fait, c'est que c'est pas très bien expliqué. Mais en fait, pour faire la mise au point, tu dois utiliser ton clic gauche, clic droit. Et moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que tu pouvais sinon utiliser clavier Q, clavier D, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, le jeu te le dit pas, mais il faut utiliser les deux. C'est-à-dire qu'une fois que t'as fait ta mise au point clic gauche, clic droit, il faut que tu fasses ta mise au point Q, D. Sauf que moi, je pensais que c'était juste une alternative. Si tu as pas envie d'utiliser ta souris, tu utilises QD. Si tu n'as pas envie d'utiliser QD, tu utilises ta souris.
mais ils disent pas vraiment qu'il faut utiliser les deux pour faire la bonne mise au point. Du coup, j'avoue que j'ai galéré jusqu'à la fin où je m'en suis rendu compte, et là j'étais en mode ah bah c'est beaucoup plus simple en fait. Faut juste appuyer sur clic gauche, tu vois un flash, bon bah j'appuie sur D et hop tu vois un flash et c'est terminé. Ah bah ça c'est clair. Ouais. Bon, moi j'ai pas trop aimé, mais bon. Ouais. Sinon, ouais, comme je l'ai dit, le menu, je trouve ça, c'est une petite feature un peu bête, mais moi je trouve ça très bien. Et surtout, bon, c'est pas vraiment du gameplay, mais bon, ça fait partie du jeu. Les trailers avant de débuter un épisode, parce que du coup, avant de débuter chaque épisode, on a un petit trailer pour dire ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Et à la fin d'un épisode, on a un trailer pour nous dire ce qui va se passer dans l'épisode d'après. Et j'ai trouvé que les trailers pour nous montrer ce qui allait se passer dans les épisodes d'après étaient très bien. Parce que en fait, ils te montrent pas le truc principal. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est pour le trailer de l'épisode 4. En fait, le trailer de l'épisode 4, il va vraiment se focus sur la soirée du Vortex. Oui. Parce que tu te dis, ouais, effectivement, Max, elle est pas très sociable, donc comment ça va rendre ? En vrai, j'ai un peu hâte de voir comment ça va se passer dans cette soirée, alors qu'en fait tu te rends compte dans l'épisode 4 c'est vraiment pas le truc principal. Enfin oui effectivement c'est sympa, mais enfin je veux dire il y a tellement d'autres choses qui sont bien en fait dans ce truc. Enfin j'ai trouvé ça vraiment bien. Oui, je m'étais fait la remarque aussi à ce moment-là, exactement. Voilà, sinon j'ai mis que la mécanique qui le remonte dans le temps, ça marche bien, ça fait très jeu vidéo en fait, donc c'est ça qui est très bien. Et puis d'avoir choisi le thème de la photographie, c'est pas déconnant, parce que du coup en fait la photographie c'est aussi un moyen de figer en quelque sorte le temps, et bah c'est super quoi, avec les mécaniques de remontée dans le temps. Enfin l'histoire est pas mal est bien faite à ce niveau là. Ouais. Après il y a des moments où j'étais un peu surpris des choix, on va dire, des développeurs, c'est-à-dire que on peut remonter dans le temps quand on veut. Et surtout à des moments où en fait il y a des dilemmes, ou alors que Max est pas au max. Et le truc c'est que wink wink, le truc c'est que il y a certains moments où j'étais en mode bah là je devrais pouvoir remonter dans le temps, non, et on me le refuse. Alors des fois c'est expliqué par le fait que Max est fatigué, mais des fois ça l'est pas du tout. Typiquement je pense au moment où Warren se fait tabassé par Nathan Prescott, et je suis en mode bah là je devrais pouvoir remonter dans le temps, prévenir Warren, ou alors prendre une décision, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que il y a certaines facilités scénaristiques, j'imagine, de bah là on a envie que ça se passe comme ça, donc ça va se passer comme ça, et non t'as pas le droit de remonter dans le temps parce que. Et j'ai un peu trouvé ça ça peut casser un peu l'immersion, ou en tout cas la mécanique de base de remonter dans le temps, même si en vrai bon ça va, hein, c'est pas non plus quelque chose qui m'a choqué, mais juste c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Ouais, clairement. Bref, si vous le voulez bien, on va parler de trois petites choses quand même qui sont importantes. Déjà le jeu a été quand même pas mal accueilli par la critique, parce qu'il a eu 85 sur Metacritic, donc c'est un score quand même 85 sur 100, donc ce qui est quand même pas mal, sachant que vraiment les plus hauts scores, je crois qu'on va avoir Zelda Breath of the Wild qui doit être à 94 ou 95 peut-être, je sais plus. Voilà, pour Zelda Breath of the Wild c'est 97, donc c'est pour dire à quel point, voilà. Mais ouais, les gens ont très bien accueilli le jeu. Les jeux ont vraiment super bien accueilli le jeu, et en fait ils ont vraiment réussi à créer des protagonistes tellement puissants que quand le 2 est sorti, bon, il y a eu une petite quand même déception des fans en mode bah où est Chloé et où est Max quoi. Et ça c'est vraiment pas donné à n'importe quel jeu, je trouve. Mais voilà, le plus important de tout ça, c'est quand même de parler des messages qui sont véhiculés dans le jeu. Oscar a commencé un petit peu à en parler. Mais alors du coup, un des premiers thèmes qui me vient tout de suite en tête, bah forcément c'est le harcèlement scolaire avec Kate. Comment vous l'avez un petit peu vécu ? Est-ce que vous avez réussi à vous projeter sur
comment dire, comment une personne peut le subir, parce que là on a quand même les deux sides, en fait on est assez omniscient dans le jeu, parce que en même temps on est pote avec Kate et en même temps on voit ce qu'essaye de faire Victoria, en fait en lui parlant on peut déceler en fait ce qu'elle fait. Donc c'est quoi votre rapport avec ça? C'est toujours un peu délicat ce genre de sujet, rien que pour nous. En fait, tu sais, il y a toujours ouais, mais je suis pas professionnel, ce que je vais essayer de faire, etc. C'est peut-être pas la bonne méthode, parce que c'est toujours un peu contre-intuitif aussi la psychologie humaine. Est-ce que ce que je dis là, ça va être bien compris ou ce genre de choses? J'avoue que c'était un peu compliqué, parce qu'en plus il y avait un peu le prisme de c'est à travers Max, et Max elle va donner elle ce qu'elle pense pouvoir dire, et du coup c'était un peu délicat, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien abordé. On ressent bien la détresse de Kate, on voit bien que tout ce qu'elle subit a un impact, même si c'est des choses qui pour la plupart des gens sont genre naturelles, et c'est aussi le côté tout le monde est responsable, tu vois. Il n'y a pas une seule personne qui est allée vers Kate correctement, même nous, au final, parce qu'on va vers elle correctement qu'une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit souci, qu'elle était peut-être sur le toit d'un bâtiment à deux doigts de se suicider. Et du coup, c'est vrai que on ressent bien le fait que on manque un peu tous d'empathie et qu'on se rend pas compte de l'impact de nos actions sur d'autres personnes. Ah, puis c'est surtout que après tout ça, en fait, il y a tout le monde qui était, après qu'elle ait fait le saut ou non en fonction de ce que vous avez choisi, il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'en veulent et qui sont en mode ah mais si je lui avais parlé, mais si machin, je suis choqué d'avoir vu ça. Enfin c'est assez c'est assez contradictoire. Toi Teddy, vis-à-vis de tout ça, c'est ouais pareil hein. Après c'est assez délicat, comme disait Oscar. C'est très difficile de se mettre à la place de ce genre de personnes dans ce cas-là. On ressent très bien l'isolement, puis c'est une sorte de prévention, comme tu viens de le dire, qu'au moins essayer d'avertir les gens que plus tôt c'est, mieux c'est, mais il faut bien choisir les mots, bien choisir les actions. C'est un sujet très délicat qui, je trouve, est assez bien amené. C'est sûr. Un autre thème qui va être... je sais pas lequel pique, parce qu'il y en a plein. Mais un des thèmes qui est aussi abordé, c'est la psychologie, parce que du coup, en fait, Nathan, on va se rendre compte qu'à la fin du jeu, qu'il a des problèmes mentaux, ou du moins, il a vraiment... il a besoin d'avoir un accompagnement psychologique. Et en fait... on passe un peu notre temps à le détester vis-à-vis de tout ce qu'il fait, sans vraiment s'intéresser à lui. C'est vraiment à la fin qu'on comprend que, voilà quoi, c'est pas qu'il fait pas tout ça pour rien, et vraiment, on comprend qu'il doit, normalement, il est censé suivre un traitement psychiatrique assez important, quoi. Ça nous, encore une fois, c'est le jeu essaye de nous mettre des préjugés sur chaque personnage. Après, à force de jouer aux jeux vidéo, on se rend compte très bien que Victoria, David, Nathan, tout ça, dès le début, on essaie de nous mettre des préjugés dessus. On s'attend à ce que le jeu nous fasse comprendre l'inverse. Mais c'est vrai que c'est encore une fois un reflet de la vie réelle, ce jeu-là, quoi. Ouais, c'est clair. Le fait que, au final, genre tout le monde a ses propres problèmes, tout le monde essaie de faire au mieux, que en vrai, la très grande majorité d'entre nous cherchons juste à être de bonnes personnes et à faire en sorte qu'on soit heureux, que les gens qu'on aime soient heureux aussi. Et c'est vrai que le côté psychologie, ça se lie aussi pas mal au sujet des parents, puisque au final, ce que vit Nathan, c'est un manque de parents, sauf que ses parents sont en vie, là où Chloé, ce qu'elle vit, c'est un manque de parents parce que son père est mort. Et du coup, c'est un peu intéressant de voir l'impact que ça a, genre à tous les niveaux, que tu sois de classe moyenne ou moyenne basse, que tu aies du problème avec des parents, ou que tu sois riche, que tu manques de confiance en toi, ou que tu sois très 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 riche, ou que tes parents en tout cas le soient, comme Nathan, mais que t'aies aucun amour venant d'eux. Disons que la richesse qu'a Nathan n'est pas une richesse qui lui suffit à être une bonne personne, ou en tout cas à être bien dans sa tête. C'est du coup c'est un peu intéressant, mais c'est vrai que
pour avoir joué à beaucoup de jeux vidéo ou avoir vu pas mal de séries, je pense on s'accorde assez, tous à dire que c'est des archétypes qui sont relativement connus. Du coup, c'est sympa, mais c'est pas non plus révolutionnant, quoi. Mais après, comme tu l'avais dit juste avant, il y a aussi un thème en rapport avec la sexualité, avec la représentation du mouvement LGBT, via en fait les deux protagonistes, parce que du coup on va se rendre compte que Chloé était quand même attirée, je veux dire, plus qu'amoureusement, plus qu'amicalement, pardon, envers Rachel. Elle nous le dit. Et aussi, on a la possibilité ou pas dans le jeu, parce qu'elle lui dit un truc du style « Ah, t'es même pas capable de m'embrasser, tu vois. T'es tellement coincé que t'es pas capable de m'embrasser. » C'est Chloé qui dit ça à Maxime, et on a ce choix, en fait, de l'embrasser ou pas. Donc voilà, et je pense que peut-être que si t'es plus en rapport avec... Enfin, si t'es plus raccord avec Chloé, il y a moyen qu'il y ait quelque chose qui se développe en réalité... avec elle, et c'est assez fort quoi en 2015 d'arriver avec un propos comme ça. Je pense que c'était vraiment pas le standard de l'époque, c'est clair. Ah, c'est un pari risqué, ça, c'est sûr. Et ils l'ont plutôt bien fait parce qu'il a été accueilli par la critique, donc encore une fois un coup de poker. Enfin, je trouve qu'ils ont très bien fait de le faire et ils l'ont bien amené et ça a été très bien réussi et franchement bien joué. Ouais, ça reste deux protagonistes qui ont été adorés et qui sont même encore aujourd'hui certains symboles pour pas mal de gens tout court. Et du coup, c'est vrai que c'est assez sympa qu'on nous présente ça comme ça, même si encore une fois, hein, vu que j'ai vraiment pas aimé Chloé, je me suis pas senti j'ai pas eu beaucoup d'empathie dans leur relation, même si bon, j'ai bien capté que Max elle aimait bien Chloé aimait bien Max. Du coup moi perso sur le choix, elles se sont embrassées. Mais du coup ça c'est un peu dommage que j'ai pas pu plus on va dire être dans l'immersion totale de leur relation. Mais c'est très intéressant qu'ils en parlent dans un jeu relativement en avance sur son époque. C'est sûr. Et ce studio, pour en parler, c'est le studio Dontnod. Alors Dontnod, du coup, pour les petites références, en fait, de base, ils devaient, avant de travailler sur Life is Strange, ils ont travaillé sur un jeu qui s'appelle Remember Me. Remember Me, qui avait un peu cette mécanique aussi de remonter dans le temps. Alors, le jeu est sorti en 2013 et le jeu est passé complètement en dessous des radars. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ? C'est tout simple, parce que en fait il y a 2-3 jeux un peu connus qui sont sortis, mais vraiment je sais pas si vous connaissez The Last of Us, GTA 5, The Last of quoi? Non, on connaît pas, ça série comment? BioShock Infinite, ça commence à faire Rayman Legend, Tomb Raider, Assassin's Creed 4 Black Flag aussi je viens de voir, voilà, des gros mastodontes. En vrai, 2013 c'était pas le moment quoi. Et du coup il est vraiment passé personne n'en a entendu parler de ce jeu, alors que de ce que j'ai compris il est très bien. Et donc en fait tout le pari c'était de refaire un jeu qui avait du coup cette mécanique de remonter dans le temps, mais l'explorer différemment. Et c'était un peu un peu leur dernière chance, pas au studio Dontnod, mais en tout cas aux game directors qui ont travaillé dessus. Donc vraiment ils ont tout misé. Déjà ici ils ont fait le jeu séparé par épisode, c'est pour des raisons complètement économiques, et c'est assumé dès le début. C'est-à-dire que quand le premier épisode est sorti, c'était soit ça passe, soit on arrête complètement la prod. Et ça se ressent aussi dans le côté artistique. Je pense que vous pourrez en parler plus que moi. On est, je sais pas, c'est considéré comme du low poly ou non, peut-être pas quand même. Ouais, je pense que si. Honnêtement, tu regardes. Alors, les personnages en eux-mêmes. Enfin, je sais pas, si on remet dans l'époque, je pense que ça reste relativement du low poly. Si tu regardes les cheveux, tu regardes les arbres, tu regardes pas mal d'objets au final de l'environnement. L'environnement est très simple. Ils vont beaucoup plus jouer sur les textures que les modèles. Je sais pas ce que t'en penses, Teddy. Ouais, clairement. On peut voir le tout premier chapitre là quand on sort dans le parc.
On voit très bien que par terre, bon, il y a 3 brins d'herbe qui se chevauchent, il y a rien, ils misent tout sur les textures, le style and paint, donc de peindre à la main. Le studio a dit quelque chose là-dessus, c'était que en fait c'était pour mieux s'identifier et faciliter la concentration des joueurs, de le faire en hand paint. Ouais. Donc ça peut se comprendre. En tout cas, c'est plutôt réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé vraiment ok cette direction artistique. Vraiment, tout le début du jeu, c'est pas un truc que j'avais l'habitude de voir, et je me suis dit, bah ouais, en vrai, ça marche très bien, quoi. Enfin, il y a pas trop de problèmes. Mais alors là, c'est l'instant un petit peu anecdote que je sais pas si vous l'avez relevé, mais en tout cas, je l'ai. Ça fait de moi quelqu'un d'unique, bref. C'est que, alors, comment ils se sont débrouillés pour avoir le prénom de Rachel? Eh ben, en fait, c'est une contraction entre les prénoms des 2 directeurs. Si on prend Michel et Raoul, ça fait Michoul, ça marche pas. Et si tu prends Raoul et Michel, ça fait Rachel. Voilà. Mais non. D'où le prénom de... Michoul. Ouais, Michoul. Michoul, c'est quand même bien plus stylé comme prénom. Et tout ce beau monde, donc Raoul Berbet, Michel Koch, le scénariste Jean-Luc Cano. En fait, c'est toute une petite équipe qui se sont suivis depuis Remember Me. Donc, ils ont bossé sur Remember Me, Life is Strange 1 et 2. Après, c'est là où ils ont commencé à prendre des chemins différents. Raoul Barbet, qui lui était plus aspect cinéma, je crois que lui est reparti dans le cinéma, même s'il a travaillé sur Warhammer. Alors, il est hyper long, le titre du jeu, c'est Warhammer 40 000 Space Marine 2. Il est crédité en tant que cinématique director. Voilà, après il a monté sa petite boîte de prod. Michel Koch, quant à lui, il travaille toujours chez Dontnod, et il travaille notamment sur une nouvelle licence, une nouvelle IP qui font toujours avec Jean-Luc Cano. Donc je pense que c'est la même team de Life is Strange 1 et 2 qui doivent se suivre sur un jeu qui a l'air vraiment très très classe, et je vous invite à aller regarder sur Steam. Ça s'appelle Lost Records Bloom and Rage. Donc voilà, c'est un jeu, alors j'ai pas tout compris, mais en gros c'est pareil, c'est une aventure narrative où il y a un groupe de femmes qui ont l'air de vivre un peu des aventures un peu spéciales. Ça a l'air stylé. Voilà, le jeu est sorti cette année, en début d'année 2025, et voilà, cool, allez envoyer de la force. Par contre, je me permets une dernière chose aussi, concernant la licence Life is Strange. C'est vrai que le 1 et 2, alors le 1 a très très bien marché, le 2, pour certains, il divise un peu le 2. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé très bien et beaucoup de gens qui l'ont trouvé un peu mid, en vrai. Mais par contre, après, pour ce qui est des Life is Strange, il y en a eu d'autres. Il y a eu True Color, Double Exposure et un préquel au 1 qui s'appelle Before the Storm. Alors, le préquel au 1, donc Before the Storm, ça a été développé par Deck 9. Donc là, c'est plus du tout la même boîte. Voilà, il a été plutôt bien accueilli. Par contre, True Color et Double Exposure, donc qui ont été aussi développés par Deck 9, eux pour le coup c'est un flop complet. Donc True Color, voilà, donc on incarne une personne qui peut lire dans les pensées, mais voilà, c'était pas terrible. Et le Double Exposure, donc c'est le plus récent. Donc c'est normalement un Life is Strange qui reprenait comme personnage principal Maxine Caulfield, sauf que imaginez sortir plusieurs Life is Strange, ça marche pas, on reprend le personnage qui a bien marché dans le 1, on met un autre studio, bon, catastrophe. Ouais, c'est une cata. Ce Double Exposure, vraiment, il est vraiment pas du tout aimé, enfin il a pas du tout été aimé de manière générale. De ce que j'ai compris, ils ont un peu chié sur Maxine, mais bon, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Life is Strange, c'est une licence, ça rapporte beaucoup d'argent, et c'est un argument de vente, quoi. Et puis voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur le studio. Non, c'est tout bon.
Non, je pense que t'as bien détaillé. Et j'ai un petit peu tout détaillé. Eh bien, alors, dans ce cas, je pense que on va pouvoir conclure ce deuxième épisode de Petit Cocktail sur le jeu Life is Strange. N'hésitez pas, chez vous, à essayer de trouver le logo de notre... de Petit Cocktail sur la magnifique miniature qu'aura faite Oscar. Et oui, voilà. C'est moi. Et ouais, elles sont belles nos miniatures. Oh, oui. Et bah c'est lui. C'est lui. Donc voilà, petit jeu, essayez de le trouver, ça peut être sympa. Le prochain jeu dont nous allons parler, je laisse Teddy le dire. Oh oui, c'est Céleste, les amis, oui. Et oui, on va se retrouver pour parler de Céleste. Encore un platformer, diront certains. Enfin, un jeu indé, diront d'autres. Bon, voilà, c'est... libre d'interprétation, mais en tout cas je pense qu'on va passer un très très bon moment pour parler de Céleste. Donc on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Moi je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous, et Teddy finira par le mot de la fin. Ciao. Salut.